Mohamed Asker Touré, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Il y a 68 millions de réfugiés dans le monde, selon les chiffres donc, de l'ONU. Chaque 2 secondes, il y a un réfugié. On doit avoir peur? Mais de quoi? Parce que je pense qu'à la fin de cette émission, au bout de 10-15 minutes, c'est des milliers de personnes qui vont se retrouver sans foyer, qui vont se retrouver sur l'exil. Donc il est évident que c'est quelque chose d'assez alarmant, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les chiffres n'ont jamais été aussi élevés. Et je pense qu'il est lieu de s'alarmer pour cela. C'est qui est réfugié? Ben, un réfugié, c'est fondamentalement quelqu'un, d'un point de vue juridique, est une personne qui a traversé une frontière internationale et qui a fui son pays du fait de la persécution, du fait de la guerre, du fait de malheurs qui s'abattent sur lui. Donc je pense que c'est plus une personne qui a besoin de protection internationale parce que son état en question ne peut plus le protéger. Donc il se retrouve sur les routes de l'exil. Et quel est l'état des lieux des réfugiés en Côte d'Ivoire? Ben, la Côte d'Ivoire a connu deux phases. Il y a d'abord eu une phase où l'État de Côte d'Ivoire a accueilli des réfugiés. Des centaines de milliers de réfugiés ont trouvé asile en Côte d'Ivoire, notamment lors de la guerre du Libéria, etc. Et de cette situation de réfugiés, d'autres réfugiés sont venus s'y greffer, donc qui viennent de partout. Donc on existe pratiquement 50 nationalités différentes de réfugiés qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais à côté de cela, je dirais que la crise de la Côte d'Ivoire en 2010-2011 a aussi engendré des situations de réfugiés. Donc près de 300 000 Ivoiriens se sont retrouvés hors des frontières de Côte d'Ivoire et qui effectivement aujourd'hui sont revenus. Dans l'écrasante majorité, près de 260 000 sont revenus en Côte d'Ivoire. Et l'une des activités principales des autorités ivoiriennes à l'instar des autorités du HCR, c'est de voir comment s'occuper pour la réintégration de ces réfugiés qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Et justement, comment vous y travaillez? Mais on y travaille d'abord parce que simplement pour nous, le retour et le rapatriement en Côte d'Ivoire n'est pas juste de la logistique. Il ne s'agit pas de faire revenir des personnes dans leur pays, mais il s'agit de s'assurer que leur intégration est véritable et durable, dans le sens où ils ont beaucoup perdu en partant, ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu l'essentiel. Donc c'est de voir comment on peut les aider à se reconstruire. Qu'est-ce que vous faites pour les réfugiés ivoiriens qui sont à l'extérieur? Ben, on les incite à revenir en Côte d'Ivoire en leur permettant d'abord de faire ce qu'on appelle dans notre jargon des come and see visits. C'est-à-dire qu'on les ramène ici, on prend bien entendu leurs représentants qui viennent visiter la Côte d'Ivoire et pour s'assurer d'eux-mêmes que les conditions sont réunies pour pouvoir revenir en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, quand elles décident de revenir, il y a un accompagnement pour s'assurer que si elles décident de ne pas revenir, c'est aussi leur droit. On s'assure que leur protection est assurée dans les pays. Quand vous parlez d'accompagnement, il s'agit de quel accompagnement? Accompagnement juridique, accompagnement financier? Elle est multiple. Elle est juridique d'abord. C'est s'assurer que la personne qui revient retrouve une certaine forme d'aisance juridique dans le sens sa documentation perdue, surtout ses pièces d'identité. Pour les enfants qui sont nés à l'étranger, avoir la possibilité d'avoir un acte de naissance qui leur permet d'avoir une identité juridique en Côte d'Ivoire. Et pour d'autres, ça va de la perte d'une propriété, voir comment on peut les aider à retrouver leur terre, comment on peut retrouver leur emploi, éventuellement les indemnisations si ces personnes ont droit à tout ça. Donc tout ça c'est l'ensemble d'un point de vue purement juridique. Ça estimé à combien les réfugiés ivoiriens à l'étranger aujourd'hui? On est à peu près à 26 000. En Afrique de l'Ouest, bien entendu. Mais il est évident qu'il existe des centaines, voire des milliers de réfugiés ivoiriens qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Amérique du Nord, etc. Mais l'essentiel de ces réfugiés sont surtout dans la sous-région, à savoir le Libéria, le Ghana, la Guinée et le Mali. Le Togo, bien entendu, j'ai oublié de signaler. Et comment fonctionne votre organisation? Ben, c'est une institution du système des Nations Unies qui a été créée justement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc au vu du nombre de réfugiés qui existent à cette époque. Donc c'est une organisation qui s'occupe de donner une protection à ces personnes qui n'ont plus la possibilité d'être protégées par leur pays d'origine et qui sont persécutées et qui se retrouvent sur les lieux de l'exil, comme j'ai dit, du fait de leur race, du fait de leur religion, du fait de leurs opinions politiques, de leur appartenance ethnique, donc tout un ensemble de raisons qui font qu'ils sont persécutés. La guerre est bien entendu l'une des choses sur lesquelles nous estimons qu'il faut s'assurer que la guerre est plus ou moins stoppée. Et si la guerre n'est pas stoppée, à la limite, quand il y a des situations de réfugiés, voir comment on peut venir en aide et en assistance à ces personnes qui sont dans le besoin. De façon concrète, si on veut vous approcher, quelles doivent être, on va dire, les raisons, à part la guerre? Par exemple, moi je suis en Côte d'Ivoire, si je me sens
je me sens en danger dans ma famille, par exemple, est-ce que je peux me rapprocher de vos services? Moi, c'est quand même assez difficile parce que dans un point de vue juridique, d'abord, vous ne pouvez pas être réfugié chez vous. Donc, si vous êtes réfugié, il faut nécessairement que vous soyez hors de Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'une des raisons ou c'est l'une des conditions sine qua non d'un statut de réfugié. Il faut d'abord avoir traversé une frontière internationale. Sinon, effectivement, il existe des milliers de personnes qui sont dans des situations de détresse, pas nécessairement des détresses familiales, mais surtout des détresses liées à des catastrophes naturelles, donc, mais surtout déplacées de manière interne, donc elles restent quand même dans les territoires de leur pays. Elles ne peuvent pas en fait bénéficier d'un statut de réfugié, mais elles bénéficient d'un statut de déplacé interne, mais pas d'un statut de réfugié. Pour la condition sine qua non pour être considéré comme réfugié, il faut avoir traversé une frontière internationale et ne plus pouvoir bénéficier de la protection de son État. Vous et moi, nous sommes protégés par notre État. Donc lorsque notre État est parfois l'acteur de notre persécution, donc on se retrouve hors de notre pays, donc on a à ce moment-là besoin de protection internationale. C'est là qu'intervient le HCR, bien entendu, pour s'assurer que la personne continue à bénéficier d'une protection internationale. Le concept de réfugié donc, a évolué après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on parle de réfugiés climatiques, d'éco-réfugiés. Est-ce que vous intégrez aussi ce changement-là dans votre façon de voir, de gérer? Effectivement, je dis que la notion de réfugié telle qu'elle est figée ou telle qu'elle est inscrite dans le marbre des conventions internationales qui régissent la situation des réfugiés a besoin d'être changée. Donc, d'un point de vue juridique, elle n'a pas encore changé dans le sens où on estime que le réfugié reste encore une personne qui est persécutée pour des raisons politiques, raciales, ethniques, religieuses ou d'opinion. Mais il va sans dire qu'aujourd'hui, la notion doit évoluer et prendre en considération cela. Je veux dire que des milliers de personnes aujourd'hui se retrouvent dans des situations de détresse. Oui, parce qu'il y a de plus en plus davantage de réfugiés climatiques que parfois de réfugiés liés aux problèmes politiques. Bien entendu. Les détresses liées au climat sont assez importantes. Et je pense que l'actualité récente ici en Côte d'Ivoire nous montre à quel point la nature peut, elle aussi, par ses caprices, mettre des personnes en situation de danger véritable. Et comment se passe l'insertion des réfugiés en Côte d'Ivoire? L'insertion, elle se passe très bien. Je veux dire qu'on oublie souvent de dire que la Côte d'Ivoire a une situation remarquable. Elle a accueilli des milliers, voire des centaines de milliers de réfugiés. Vous et moi, nous allons souvent manger dans des restaurants qu'on appelle asiatiques. On oublie de dire que ce sont des réfugiés vietnamiens. Et ce sont des réfugiés vietnamiens qui sont venus en Côte d'Ivoire dans les années 70, à la faveur de la crise de la guerre du Vietnam. Et la Côte d'Ivoire a été le seul pays qui a accueilli des réfugiés vietnamiens, en Afrique bien entendu. Donc je veux dire, ces réfugiés boat people, on les appelait à l'époque, ont été complètement intégrés. Je veux dire qu'il va sans dire que tous les restaurants que vous ne retrouvez pas fait de publicité ici, mais tous les restaurants asiatiques que vous avez notamment sur la rue des Jardins, sont des restaurants qui appartiennent à des réfugiés vietnamiens. À côté de cela, on oublie souvent, mais il y a des centaines de milliers de réfugiés nigérians qui ont été accueillis dans les années 60. Biafra. Biafra, bien entendu. Biafra est le quartier où Biafra, qui était un camp de réfugiés dans les années 66-67 lors de la guerre de Biafra et qui sont complètement intégrés. Aujourd'hui, on oublie même pourquoi ce quartier s'appelle Biafra. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a une tradition d'accueil. D'accueil et d'insertion de ces réfugiés. Beaucoup d'autres réfugiés, les réfugiés guinéens dans les années 60. On l'oublie aussi, je veux dire qu'on ne les appelait pas réfugiés à l'époque parce que tout simplement ils s'intégraient dans le tissu socio-économique de Côte d'Ivoire sans aucune difficulté. Libériens, c'est certainement l'exemple le plus récent que nous avons en mémoire. Donc des centaines de milliers de réfugiés libériens ont connu les routes de l'exil, sont restés en Côte d'Ivoire et ont été complètement intégrés en Côte d'Ivoire. Mohamed Askia Touré, 85% des réfugiés dans le monde se trouvent dans les pays en voie de développement, les pays en développement. 85%. Les grandes crises, malheureusement, sont dans ces régions. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, je pense que... Énorme. Notamment, l'Afrique a connu des situations de réfugiés terribles. Je veux dire que le continent, malheureusement, depuis une soixantaine d'années, ne connaît que cela. L'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, a été épargnée pendant assez longtemps, mais malheureusement, depuis quelques années, notamment du fait de la crise qu'engendre Boko Haram et toutes ses conséquences, les situations de réfugiés commencent à retrouver une certaine acuité dans ces régions. Mais l'Afrique de l'Ouest a certainement été épargnée pendant assez longtemps. L'Afrique centrale est toujours en ébullition. Je veux dire que les crises successives, que ce soit au Congo, en République centrafricaine de nos jours, l'Afrique de l'Est aussi, je pense que les crises qu'on a connues dans le passé continuent à alimenter des situations de réfugiés assez sérieuses. Aujourd'hui, la situation la plus sérieuse reste la Syrie. Donc avec son lot énorme de réfugiés, le Yémen, et j'en passe. Je pense que ces situations malheureusement continuent à perdurer du fait de la résurgence des conflits à travers le monde. 68,5 millions de personnes déracinées,
C'est un chiffre qui, selon vous, va évoluer? Il y aura une tendance baissière? Ben, espérons-le, espérons-le. Je pense que l'être humain, malheureusement, a tendance à se faire la guerre très souvent. Je pense que c'est quelque chose de malheureux. 68 millions, c'est énorme. Parce que la guerre est certainement quelque chose sur lequel nous devons chercher à avoir. La paix, certainement, doit être le modus operandi de toutes les relations entre États. Mais tant que la situation de guerre perdure, nous continuerons malheureusement à connaître cette situation de détresse que connaît la planète de nos jours. Et les personnes qui travaillent avec vous, ce sont des personnes bénévoles? Ben, bon, l'humanitaire s'est beaucoup professionnalisé. Justement. Pendant très longtemps, on est resté dans des situations de beaucoup de volontariat, mais il n'en demeure pas moins que les personnes qui travaillent, nous avons un corps staff qui est constitué de professionnels, mais à côté de cela, effectivement, beaucoup de personnes de bonne volonté. Je veux dire que les premières personnes qui travaillent avec les réfugiés, ce sont d'abord les communautés. Les communautés d'accueil, les communautés, c'est les maires, c'est le paysan qui effectivement retrouve un cousin qui a traversé la frontière, etc. Je pense que ce sont les premières personnes qui donnent assistance à ces réfugiés. Et bien entendu, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les pays les plus pauvres, comme l'a signalé votre confrère tout à l'heure, reçoivent certainement beaucoup plus de réfugiés que les pays les plus riches. Donc, très souvent, on a tendance à se situer dans une situation de voir des personnes aussi dans la détresse, mais accueillies dans des pays qui sont encore souvent dans la détresse. Il y en a qui disent qu'il faut remettre de l'humanité dans la manière de voir, de gérer les réfugiés. Ça veut dire quoi? Remettons de l'humain en faveur des réfugiés. Ça veut dire que l'être humain, aujourd'hui, du fait de la crise, du fait de tout un ensemble de raisons, a tendance à rejeter tout ce qui est étranger. C'est-à-dire que très souvent, on voit dans l'étranger la personne qui vient perturber notre quiétude. Donc on voit dans l'étranger la personne qui vient voler notre bien. On voit dans l'étranger la personne qui vient voler notre travail. Donc je veux dire qu'on se déshumanise de plus en plus parce que tout simplement on craint l'étranger. Donc il est évident qu'on devrait remettre au centre de tout ce que nous faisons beaucoup plus d'humanisme. Ce qu'on veut dire, c'est que être réfugié n'est pas une fatalité. Dire que des grands prophètes ont été réfugiés. Le prophète Mohammed a été réfugié, Jésus a été réfugié. Donc toutes ces personnes ont été rejetées par la société. Elles se sont retrouvées dans des situations de détresse. Il va sans dire qu'on peut être aujourd'hui réfugié, le lendemain être quelqu'un de beaucoup plus célèbre. Chacun de nous a été réfugié en puissance. Potentiel. La Côte d'Ivoire est l'exemple frappant. Je veux dire que jamais personne n'aurait pensé que la Côte d'Ivoire aurait connu des situations de crise au point de générer des réfugiés. Qui sont aujourd'hui combien? Ils sont aujourd'hui près de 26 000. Mais je signale que près de 300 000 personnes ont quitté la Côte d'Ivoire au pic de la crise. 300 000 personnes, 1,5 million d'Ivoiriens se sont retrouvés déplacés internes au sein de la Côte d'Ivoire. Donc je veux dire que quelque part, il suffit d'un rien pour que la vie d'une personne bascule. Donc, et remettre le réfugié au centre de notre cœur, au centre de nos actions, au centre de notre humanisme est quelque chose de fondamental. Donc, je pense que l'humain a besoin de cela. L'humain a besoin d'aider l'autre, l'humain a besoin de tout ça. Les craintes, la xénophobie, le racisme, tout un ensemble de situations dans lesquelles aujourd'hui nous sommes confrontés. Bien entendu, beaucoup de politiciens utilisent ces situations pour pouvoir un peu mettre de l'huile sur le feu et puis contrecarrer des velléités d'humanisme que tout un chacun de nous a. Merci beaucoup à vous, M. Mohamed Askia Touré. Je rappelle donc que vous venez du HCR. Vous êtes représentant président du HCR. Et depuis combien d'années maintenant? En Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Et donc vous étiez la personne la mieux indiquée. Veuillez nous faire un peu l'état des lieux de tout ce qui est réfugié en Côte d'Ivoire et en Afrique. L'actualité, c'est Donald Trump par rapport au... oui, je ne voulais pas vous laisser... Un revirement des dernières minutes dans les prolongations. Et oui, heureusement. C'est salutaire. Mais vaut tard que jamais. Mais à côté de cela, les États-Unis viennent de quitter le Conseil des droits de l'homme, c'est dire ce qui est aussi regrettable. Donc, mais ça veut dire qu'on peut faire changer d'avis une personne comme Donald Trump. Donc il faut insister, je crois que c'est quelque chose de formidable. C'est une avancée formidable en cela. Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous sommes tous satisfaits, très fiers que la raison l'ait emporté. Merci.